qui se sont trouvés victimes de ces mouvements. Parce que quand vous refusez de les suivre, ils vous assassinent en disant que vous êtes des traîtres. Quand vous les suivez, c'est les répliques de l'armée. C'est pourquoi je dis que les grandes victimes, ce sont les populations arabes de Touareg, celles qui se retrouvent maintenant dans les camps de réfugiés. C'est à leur nom qu'on fait ce commerce macabre. Quand le président de la République vient dire que ces mouvements-là, que ces mouvements des populations du Nord, ce n'est pas les populations du Nord qui sont en rébellion. Ou bien lorsque l'armée les a battus à plate couture, le président qui vient du Nord, ce que l'armée a fait, c'était trop dur avec les Touaregs. Ça, c'est dans un écrit du président ATT. Ce n'est pas des choses qui sont inventées. Ce livre, c'est un livre documenté. Je vous conseille vraiment de l'acheter et le lire pour votre propre formation politique, parce que tout ce qui s'est passé au Nord a été décrit là-dedans. Comment on a abandonné le Nord au profit des narcotrafiquants, des séparatistes et des extrémistes. Ça a été décrit. Comment le narcotrafiquant s'est installé au Nord, avec les relais dans l'appareil d'État jusqu'à Bamako. C'est décrit dans le livre-là. C'est pour cela que je dis que ce qui nous est arrivé, c'est d'abord de notre propre responsabilité. Le fait qu'on accuse la communauté internationale, c'est vrai, on le fait. Mais la communauté internationale a fait tomber Kadhafi. Si c'était la chute de Kadhafi qui devait conduire à la chute des États, c'est le Niger et le Tchad qui devaient tomber avant le Mali, parce qu'ils sont voisins de la Libye. Mais ils ne l'ont pas été. Pourquoi? Et ils avaient des armées, le Mali n'en avait pas. Quand les gens venus de Libye ont voulu rentrer au Niger, ils ont dit non, ils les ont désarmés de force. Au Tchad, ils les ont désarmés de force. Au Mali, on ne les a pas désarmés. Ce n'est pas parce que le président ne voulait pas. Moi, je pense qu'il le voulait, mais il savait qu'il ne pouvait pas. Donc, il a pensé que c'est l'ancienne méthode. Les négociations, les compromissions, l'octroi d'avantages, de postes, d'argent, qui va régler le problème. Moi, je n'y crois pas. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est parce que, c'est pourquoi je dis que notre armée a été trahie par l'élite. Notre peuple a été trahi par son élite. C'est ça la conséquence de ce que nous vivons. À Guelhok, les militaires maliens, on les a assassinés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient à court de munitions. Ils ont tenu pendant 3-4 jours. À Tessalit, parce qu'ils n'avaient plus à manger, ils ont été obligés d'évacuer. Kidal et autres sont tombés parce que la direction, le commandement chargé de stratégie tout le temps. Certains généraux ont fui le front. Les militaires ont été trahis, l'armée a été trahie, notre peuple a été trahi, et c'est les conséquences de cette trahison que nous vivons. Vraiment, je souhaite que ces choses-là soient très claires, et je vous dis, je suis le seul candidat qui parle comme ça. Aucun d'entre eux ne peut tenir ce discours-là. Et l'implication de la communauté internationale, de certaines composantes de la communauté internationale, pour permettre à la crise de perdurer. Comment se fait-il que le président du Mali, le ministre de la Défense, le Premier ministre, ne peut pas aller à Kidal aujourd'hui sans demander autorisation à des individus? Et des ministres de puissance étrangère peuvent aller quand ils veulent. On ne peut pas se taire sur ça. Voilà ce que je voulais vous dire. En tout cas, moi je propose immédiatement, si je suis élu, de créer les conditions de l'union sacrée de l'ensemble du peuple malien autour du président. Toutes les forces politiques et sociales vont être associées d'une façon ou d'une autre, vont être consultées. Nous allons discuter comment redresser notre pays pour que tout le monde se reconnaisse dans ce qui va se faire. Que tout le monde participe au redressement du pays, que tout le monde en soit fier et que ça soit l'œuvre de tout le monde. En ce moment, on passe à l'application des différents engagements et accords, en commençant par donner nous-mêmes l'exemple. Les compromissions dans les secteurs de l'armée, il faut que ça s'arrête. Les nominations fantaisistes dans l'armée, il faut que ça s'arrête. On est un pays en guerre. On ne peut pas comprendre qu'un président qui prend en charge un État failli, les premières nominations qu'il fait dans l'armée, c'est le nommer des généraux qui étaient dans des bureaux ici à Bamako. Ceux qui étaient sur le terrain, qui se battaient, ce n'est pas eux qu'on a nommés. Ça veut dire que c'est l'ancienne méthode qui a continué. Et c'est ce qui a conduit à la désagrégation de l'armée. On a une série d'actes qu'il faut poser tout de suite. Reprendre la stratégie, la politique même de commandement. Comment est-ce que la hiérarchie, les rapports sont gérés? Comment les promotions sont gérées? Équiper l'armée, ramener la discipline. Et que cela se fasse avec l'accord des Maliens. Ensuite, il y aura des résistants, mais ces résistants seront vaincus. Parce que si le peuple est uni derrière quelqu'un, il n'y a rien qui peut vaincre. Tous les obstacles seront vaincus.
en donnant nous-mêmes l'exemple, comme je dis. En ne nous compromettant pas dans des actions de corruption, surtout en concernant l'armée. On veut équiper l'armée, et c'est dans l'équipement des armées que éclatent les premiers scandales de corruption. Il faut que ça s'arrête. Voilà, comme je dis, il faut reconstruire l'État, il faut reconstruire l'armée. Ça, c'est vraiment les axes principaux de mon programme. Le reste va suivre. Une fois que vous avez fait ça, ou parallèlement à ça, vous redressez le pays, vous repensez l'école, vous repensez la décentralisation, parce que tel qu'on est en train de la mener là. Si on fait les transferts des pouvoirs et des compétences dans la situation actuelle, ce ne serait qu'une étape vers la fédération, vers l'autonomie après la fédération. On va transférer les moyens de compétences à des gens qui ont été désignés dans des bureaux, qui n'ont aucune légitimité. Ils vont s'ancrer, ils vont refuser d'organiser les élections pendant 5-6 ans. Après, ils vont organiser des élections truquées, ils vont se faire élire. Les présidents des conseils régionaux seront plus puissants que le président de la République, plus puissants que le gouvernement. Dans 5 ans, ils vont se regrouper pour dire qu'eux, vraiment, ils ne sont pas d'accord. Eux, ils veulent maintenant ils veulent l'autonomie. Mais qui va résister? Si c'est un gouvernement affaibli qui est à Bamako, qui ne peut rien, on va dire, bon, on leur donne l'autonomie pour éviter la guerre. Parce qu'entre-temps, ils ont leurs forces de sécurité qui sont là. Vous n'avez pas entendu le président hier soir? Parmi les points positifs de son bilan, il a parlé de l'instauration des MOC à Kidal, où les militaires français sont avec leurs frères d'armes sous le drapeau malien. Dans un pays, il y a 2 armées. Peut-être que lui n'a pas perçu que pour moi, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on flatte l'existence de 2 armées sous le drapeau des mêmes pays. Ce n'est pas normal. Et donc, ce que je pense qu'il faut faire, c'est faire en sorte que la décentralisation se fasse de façon réfléchie, raisonnée, en transférant le pouvoir effectivement aux personnalités qui sont représentatives de notre peuple, qui ont le droit de rendre compte, l'obligation de rendre compte. Et non pas des maires et des présidents des conseils régionaux qui gèrent le budget, qui votent les budgets. Le président du conseil des cercles, il est le chef du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif dans la région. On ne peut pas transférer le pouvoir à quelqu'un comme ça sans mettre de l'ordre. C'est pourquoi je dis qu'il faut repenser la décentralisation. Repenser l'école, je n'ai pas besoin de m'étendre là-dessus. Vous savez bien de quoi il s'agit, vous le verrez dans le document que je vais vous distribuer. Et en ce moment, parallèlement, concentrer ses efforts sur les questions de développement économique et social. Développement économique et social, l'agriculture, l'élevage et la pêche. Vous avez entendu dans mes discours en Bamana l'autre jour, j'ai expliqué la supercherie aujourd'hui qui consiste à dire aux gens, on a augmenté de 15% le budget, la part du budget alloué aux paysans. D'abord, c'est ATT qui a fait sa première augmentation, il y avait à 10%, parce que ça a été demandé au chef d'État en Mobutu, africain, en 2003. Mais moi, je me suis amusé à faire un petit calcul des revenus des paysans. Lorsque 10% du budget d'État était alloué aux paysans, un paysan qui cultive le coton, on lui achetait le kilo à 251 francs. On lui faisait 4 francs de ristourne. Ce qui fait que le paysan avait à net 255 francs le kilo qu'on lui achète. Aujourd'hui, lorsqu'on dit qu'on a ajouté 15% du budget de l'État au budget de l'agriculture, le paysan cultive le coton, il le vend à 250 francs. On lui fait une ristourne de 3 francs. En net, il a 253 francs. Les revenus nets du paysan ont diminué par rapport avant les 15%. Ce qui intéresse le paysan, ce n'est pas les chiffres qu'on utilise pour la propagande. C'est ce qu'il mange, ce qu'il a dans les mains comme argent à la fin de la campagne. Ce montant a diminué. Ensuite, j'ai expliqué qu'on parle toujours au nom des paysans. Je vois des gens qui viennent dans les micros pour dire 15%, merci, merci. Mais au-delà de 15%, qu'est-ce qu'on voit? On achète le kilo de coton à 250 francs. La fibre, on vend à l'extérieur à 300 francs. La graine qui était jetée avant, on l'amène en usine, on presse, on enlève l'huile. Le litre est vendu à 600 francs. On enlève le savon. Ce qui doit être jeté, c'est ça le tourteau. On revend le tourteau aux paysans à 250 francs le kilo. Ceux qui doivent acheter pour donner à leur bœuf de labour. Les éleveurs chez nous qui doivent l'utiliser. On le revend à 250 francs. Est-ce qu'on n'est pas en train de les tuer, de les exploiter? Et on trouve toujours des gens qui viennent dans les micros pour dire merci, tout va bien.
C'est pourquoi on les utilise comme du bétail, souvent je m'excuse du terme. Il faut mettre fin à ça. C'est les abus de la période coloniale qu'on connaît. Les paysans sont dans une situation d'esclavage. Il faut que ça s'arrête. Les éleveurs, quand on produit le tourteau, on a un pays d'élevage par excellence. Pourquoi on l'exporte à l'extérieur? La graine est exportée, le tourteau est exporté. Nos animaux ont faim au Mali. Les pays qui s'organisent pour venir acheter, quand c'était chez eux, là, ils n'allaient pas accepter. Moi, j'étais ministre du Commerce. Quand il y a des produits stratégiques dans un pays, ils refusent que ça sorte. Ou bien ils mettent des taxes qui découragent les exportations. On ne le fait pas chez nous. Les éleveurs ne trouvent pas leur compte. On parle de l'emploi des jeunes. Quand on en parle, on pense que c'est seulement les jeunes employés, les jeunes diplômés. Mais les 80% des jeunes sont dans le monde rural. Ceux qui vont mourir dans la mer, là, ce n'est pas les étudiants, ce n'est pas les diplômés. Mais en monde rural, c'est 4 à 5 mois la période de la campagne agricole. Et les 7 à 8 mois, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là, ils ne font rien. Et quand les gens de l'État donnent de l'emploi, c'est de la supercherie. Quand vous entendez un candidat qui veut donner de l'emploi, c'est un trompeur. Le président ne donne pas de l'emploi. Le président crée les conditions pour que les gens puissent créer leur emploi, se donner de l'emploi eux-mêmes. Si vous faites des pistes rurales, vous faites des aménagements hydro-agricoles, vous mécanisez l'agriculture. Les jeunes qui font le coton, après le coton, ils vont faire le maraîchage. Ils vont faire la culture de contre-saison, au lieu d'aller se noyer dans la mer. Les jeunes qui sont dans les universités ici, les 90% sont dans les sciences sociales, marketing, économie, communication, ainsi de suite. Moi, j'ai du respect pour ceci. Mais ce n'est pas des secteurs qui créent la richesse. C'est des secteurs qui s'occupent de la redistribution, du processus de redistribution de la richesse. Mais qui la crée? C'est dans le secteur productif. On n'a que 5 à 10% de nos étudiants qui sont dans ça. Un gouvernement qui veut que les gens travaillent, c'est ce qu'il fait. J'ai été ministre du Commerce. Je sais qu'il y a des pays, quand ils produisent quelque chose, leurs industriels produisent quelque chose. Quand vous voulez importer, ils vous taxent, même quand vous avez des accords de libre-échange. Ils mettent ce qu'ils appellent les barrières non tarifaires. On crée tellement d'examens phytosanitaires, de ceci et cela. Vous amenez un conteneur de mangue de plusieurs tonnes dans un pays, on trouve une mangue qui a été piquée par une mouche, on déverse tout dans l'océan. La prochaine fois, ce commerçant ne va même pas se hasarder à aller là. C'est comme ça qu'ils protègent leurs industries. Ou bien si c'était eux, l'aliment de bétail, ils mettent des taxes d'exportation qui font que les gens n'ont plus intérêt à l'exporter. On ne le fait pas. On a des gens qui investissent dans l'élevage ici, périurbain, pour faire des vergers, produire des légumes, des fruits. Qu'est-ce qu'on voit ces dernières années? Il y a un pays qui produit beaucoup de légumes et de fruits, je n'ai pas besoin de le nommer, vous le connaissez, qui doit les exporter en Europe, mais comme les normes sont très strictes là-bas, quand par exemple dans une pièce il y a beaucoup de mangue, ou bien d'orange ou de fruits, il y a une piqûre, ça ne peut pas aller là-bas. Donc ces résidus-là, on les déverse sur l'Afrique. Et comme l'État ne protège pas, leurs légumes, leurs fruits viennent ici. Ceux qui les produisent ici ne peuvent plus vendre parce que chez eux, c'est les résidus qui sont censés être jetés d'ailleurs. Ou bien eux, ils sont subventionnés en termes d'engrais et autres, par leur État. Ils les ramènent ici, ils tuent ceux qui produisent ces choses-là dans notre pays. Et petit à petit, on tue tous les secteurs productifs. Pendant ce moment, on est dans les micros, la pêche, le ceci, 10 milliards, on donne de l'argent à des gens qui montent des projets bidons, ils prennent, ça ne marche pas, on recommence la même chose, mais ça donne un électorat qui peut aller dans les médias, parler au micro, merci monsieur le président, merci le gouvernement, en tout cas. Moi je ne crois pas. Ce n'est pas le président qui donne de l'emploi aux jeunes. Le président c'est quoi? Il met des lois qui protègent son pays. Il y a un grand pays aujourd'hui qui refuse de donner le visa aux Maliens pour aller faire du commerce. Vous savez de qui je parle? Pourquoi ils le font? C'est pour obliger les Maliens à rester. Maintenant, c'est leurs citoyens qui prennent leurs produits pour venir les vendre directement ici. Ils ouvrent leurs boutiques. Tous nos commerçants sont en faillite maintenant. Mais dans leur pays, un commerçant ne peut pas aller ouvrir une boutique parce qu'ils mettent des lois là-bas qui découragent un commerçant étranger qui veut venir. Pendant ce moment, on réunit les commerçants, on fait des réunions, on leur dit vraiment merci. Moi, je tiens le discours de la vérité, je le dis. C'est la différence entre moi et les autres candidats.
Je ne veux tromper personne. Un président, il prend des lois qui protègent son peuple. Il les fait appliquer à la lettre. On dit la corruption, tu vois, tous les candidats viennent, je vais lutter contre la corruption. Il n'y a pas de lutte à faire contre la corruption, sauf qu'appliquer les tests qui existent déjà. On a les juridictions compétentes, on a ensuite les vérificateurs, on a la cascade. Il y en a tellement qu'il suffit d'appliquer les lois. Quand le président, le gouvernement fait adopter des lois qui protègent les citoyens, qui protègent les entreprises, il investit dans les infrastructures, il fait les routes, il fait faire l'électricité. Quand vous faites ça, les gens vont travailler eux-mêmes, ils vont se prendre en charge. Tous les pays qui se sont développés, c'est comme ça qu'ils l'ont fait. Ce n'est pas en distribuant de l'argent à des gens pour faire des projets. Aucun de ces pays, ni aux États-Unis, ni au Japon, ni en France, ce n'est pas comme ça qu'on donne de l'emploi aux gens. L'État n'est pas créateur d'emploi, l'État n'est pas hôtelier, l'État n'est pas touriste, l'État n'est pas agriculteur. Voilà ce que je vous dis. Or, tous les secteurs où on a voulu faire ça, vous prenez aussi l'engrais qu'on dit que c'est subventionné. Je viens de vous démontrer comment on arnaque les paysans. Quand vous prenez l'engrais, c'est 50 kg le sac. Tous les paysans ont parti de c'est 40 et 45 kg. Ça ne veut pas 50 kg. Vous pouvez demander à tous les paysans. Quand c'est sur des milliers de tonnes, imaginez comment on les arnaque. Les semences qu'on doit donner aux gens pour qu'ils aient de bonnes récoltes, c'est ça le rôle d'un État. Au Mali, à la date d'aujourd'hui, les paysans n'ont pas de semences en juillet. Avant, on les donnait au mois de mai, mars-avril. Vous croyez que quand moi qui suis informé, qui m'informe, je regarde à la télévision des gens qui viennent délivrer des contre-vérités aux Maliens, qui profitent du fait qu'il n'y a pas de débat contradictoire dans notre pays. Je ne peux pas me taire là-dessus. Personne ne fera jamais le développement du Mali avec cette façon de faire. On trompe les gens, on fait de la supercherie, on maquille la vérité et on trouve toujours des personnes financées pour cela qui viennent tromper les populations, qui viennent prendre les paroles, qui viennent dire ceci et cela. Quand le budget de l'armée a été augmenté, nous sommes l'un des premiers partis qui avons fait une déclaration officielle à notre congrès pour féliciter le président pour avoir fait monter le budget de l'armée à 300 milliards. À peu près 15% du budget national. C'est très rare dans un pays. Mais après avoir fait ces remerciements, on regarde qu'est-ce qui est fait de cet argent. Lorsque on fait acheter des chaussettes à 20 000 francs, lorsqu'on achète des milliers de gilets par balle, une fois les gilets au Mali, on les essaie, on tire là-dessus, le gilet est percé. On est obligé de tout jeter. Lorsqu'on achète des équipements d'occasion, lorsqu'on parle pas de sous-traitants, pour armer un pays, il y a les pays producteurs d'armement. Vous avez les États-Unis, vous avez la Russie, vous avez la France, vous avez Israël, vous avez l'Allemagne, vous avez la Chine, mais achetons avec les États. Pourquoi on ne parle pas des intermédiaires? Comme si on va acheter du papier ou bien des légumes au marché. Donc l'utilisation qui est faite des ressources de l'État, elle est contestable. Et nous, on n'est pas d'accord avec ça. Et donc je dis, si je suis président, non seulement la doctrine dans l'armée, la façon d'organiser les promotions, l'équipement, ça va changer, mais je veillerai à ce que les actions de corruption ne se fassent nulle part d'ailleurs, mais surtout, et le plus gravement, ça ne se fera pas dans l'armée. Parce que quand la corruption s'installe au sein de la gestion des forces armées, la déliquescence de l'État atteint l'armée, les forces de sécurité, il n'y a pas d'État. J'ai toujours dit que l'armée, c'est la colonne vertébrale de la nation. C'est comme un homme. Quand vous lui cassez la colonne vertébrale, vous n'avez plus d'homme. Tous les pays qui ont résisté dans leur histoire, c'est ceux qui ont veillé d'abord à leur armée. Le budget des États-Unis, le budget militaire est supérieur à l'ensemble des budgets de tous les pays du monde réunis. Ça n'a pas empêché leur président, dès qu'il est installé, de dire qu'il augmente le budget de l'armée. En France, le budget de l'armée de programmation militaire, c'était de l'ordre de 35 milliards. Ils veulent l'amener à 50 milliards d'euros. Une augmentation de plus de 35% sur les 5 ans qui viennent. Avec une réorganisation pour avoir une force dissuasive qui leur permet de rester dans la course des grandes nations. Quand vous prenez la Russie, économiquement, la Russie, son PIB, c'est l'équivalent de celui de l'Espagne. Donc ce n'est pas une grande puissance économique. Pourquoi elle est respectée? À cause de son armée.
Vous prenez le Tchad et la Mauritanie. Le Tchad était un État failli avant l'arrivée de Déby. Pourquoi aujourd'hui tout le monde les respecte? Ce n'est pas parce que le Tchad est devenu économiquement plus fort. C'est parce que dans les années 2000, pendant que nous on démontait notre armée, on faisait les grands discours, le Mali démocratique, c'est l'exemple, c'est la vitrine du monde. On donnait des valises d'argent. Les généraux, au lieu de les former, on les laisse à Bamako, on les donne 50 millions, le budget de l'armée. Ce que je vous dis là, c'est authentique. Moi, je ne fais pas de la calomnie. Hein. Pendant ce temps, on a demandé au Tchad d'investir une partie de l'argent du pétrole pour les générations futures. Ils ont dit, mais pour qu'il y ait des générations futures, il faut qu'il y ait un État. Ils ont investi pour reconstruire leur armée. C'est ce qui vaut le respect qu'ils ont aujourd'hui. L'humiliation qu'on subit parce qu'on a détruit notre armée. On n'a pas investi dans l'armée. On a instauré l'indiscipline. Toutes les nations qui sont respectées, c'est parce que la colonne vertébrale tient. L'Algérie a fait 10 ans de lutte contre les islamistes. L'État était complètement démembré. Le pays a tenu parce que la colonne vertébrale a tenu. Ça, c'est l'armée. L'actuel président de Mauritanie, c'est lui qui vient de désigner le commandant en chef du G5 Sahel. Quand il venait au pouvoir en 2008, c'était un État presque désintégré. Les islamistes avaient occupé tous les secteurs. Quand il est venu, première opération, il s'est donné 2 ans pour reprendre l'armée en main. Il n'a pas mis en veilleuse les questions de développement économique et social, mais l'attention particulière, c'était la réorganisation et l'équipement de l'armée. Tout pouvoir qu'il ne le fait pas est en train de tromper les Maliens. C'est pourquoi je dis que je ne viendrai pas dire aux gens, je vais vous donner de l'emploi, je vais vous donner ceci, parce que tant que vous ne retournez pas la sécurité dans le pays, vous ne reprenez pas en main les questions de sécurité et que l'État soit le seul détenteur du monopole de la violence, tant que vous n'arrivez pas à ça, et que vous faites défiler sous les drapeaux deux armées, l'armée régulière et des séparatistes, et vous vous enflattez, tant que vous êtes à ce stade-là, il n'y aura pas de paix dans le pays. Deuxième, vous savez, les militaires maliens ont été victimes de 2 situations qui sont inacceptables, que je dénonce avec la plus grande dernière rigueur. L'armée a été trahie, je vous ai expliqué le processus de trahison. Pire, à la suite de cette trahison, on s'est mis à se moquer de la victime. Que les Maliens fuient devant les rebelles. Et il y a des officiels, moi j'ai vu des anciens hauts responsables, des anciens ministres, des anciens premiers ministres, des anciens présidents de l'Assemblée, qui se plaisent à dire les soldats maliens, dès qu'on tire, ils fuient. Il y a même un premier ministre qui a été se faire plaisir de ridiculiser l'armée devant les députés d'un pays étranger, en disant dès qu'on tire, ils détalent. J'ai dit, mais en réalité, les militaires détalent parce que c'est eux qui ont créé les conditions. Quand vous partez à la guerre, d'après les Bambara, si tu vois que tu es courageux là, c'est que tu as de quoi te battre. Si tu n'as pas de quoi te battre, tu vas lever le courage face à quelqu'un qui est armé. On vous envoie au front. Vous êtes 40 militaires. On vous donne une dizaine de Kalachnikov. Les dizaines de Kalachnikov, si vous êtes en combat, en tirant peut-être c'est 3000 balles que vous devez tirer en quelques minutes. On vous donne 300 balles. Vous avez fait bien, il vous provoque. Vous commencez pendant 5 minutes, vos balles finissent. Ceux qui ont les armes, les balles finissent. Ceux qui n'en ont pas, ils sont arrêtés, ils attendent. Les autres font surtout, qu'est-ce que vous faites? Donc les hommes politiques qui viennent dire ça, c'est des irresponsables et des inconscients. Ils se moquent de nos militaires pendant que ceux-ci donnent leur vie pour qu'ils soient dans les salles à Bamako en train de parler comme ça. Nos soldats sont les uns des plus courageux. J'explique à Galho qu'ils se sont battus, c'est pendant 2 jours. C'est quand ils sont tombés en panne de munitions qu'on est venu les assassiner. À Kidal, parce qu'à Thessalie, ils n'avaient plus à manger. Le reste, ils ont été trahis par le commandement. Il y avait des changements, la stratégie a changé, tout s'est effondré. Donc ils sont doublement victimes. On les a trahis, après on se moque de leur mort aussi. Et le fait que l'armée fuit, je l'ai dit, toutes les grandes armées, quand elles étaient dans la même situation, ils ont fui. Les Français ont fui devant les nazis, avant de se reprendre. La Russie qui a été la force principale pour changer le cours de l'histoire pendant la Deuxième Guerre mondiale. La défaite du nazisme a commencé par la défaite à Stalingrad, en 1942. Au début de la guerre, les soldats russes fuyaient.
Au point que les dirigeants ont décrété de fusiller tout soldat qui fuit. En ce moment, tu es obligé de rester mourir parce que tu sais que si tu retournes, on va te tuer aussi. Parce qu'ils ont été pris de surprise. Le commandement était désorganisé à cause des purges qu'il y a eu. Mais les grandes nations se ressaisissent toujours. Ils se sont donné 2 ans. Ils sont allés à 20 000 km pour se réorganiser et revenir 2 ans après. La Chine qui est aujourd'hui donnée pour être la petite première puissance du monde. Dans leur histoire, ils ont été humiliés, occupés, divisés. Ils se sont réveillés. C'est pour cela que j'ai dit aux Maliens que notre peuple a été trahi à un moment de son histoire par son élite. Cette trahison prendra fin un jour. Et j'ai dit que notre peuple va donner des hommes. Parce que c'était un grand peuple. Comme tous les autres grands peuples, il a vécu cette période tragique de son histoire, mais il va s'en sortir. Parce qu'il y aura des hommes ou des femmes qui vont reprendre le flambeau et lui donner sa dignité, lui restituer son honneur pour qu'il puisse marcher la tête haute dans le Conseil des Nations. Voilà ce que je voulais dire pour introduire cette partie, pour finir cette partie. On me dit que les médias ont des impératifs de bouclage de journaux, donc il faut que le débat s'arrête. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, si vous n'avez pas d'autres questions, on va lever la séance. On est d'accord. C'est bon, d'accord. Il n'y a pas d'autres questions? Alors, ce que je voulais dire avant de finir, j'ai été certainement long. Il paraît qu'il y a une dernière question, s'il vous plaît. Allez-y, donnez-lui la parole, après je conclue. Non, il est présent et en place. Non, il pose, comme c'est le seul, il parle directement, je lui réponds. Oui. Bonjour, je m'égare. Félicitations pour votre livre. Moi, j'aimerais parler sur vous 2 points. Je suis Claude Boubacar. Je travaille pour la Voix de Silence, indépendante. D'accord. Donc, j'aimerais savoir vos politiques par rapport à l'économie. Par rapport à l'économie, je pense que vous avez cité le livre Churchill, le ministre britannique. La défense d'une nation, c'est le militaire, c'est vraiment l'économie. Donc, je voudrais savoir qu'est-ce que vous proposez pour les startups, pour les jeunes entrepreneurs du Mali. Quels sont vos liens avec les jeunes entrepreneurs qui sont